Et si une alliance secrète entre une étoile montante de la politique et un géant de la tech avait complètement redessiné les règles du jeu en France? C'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Une histoire de pouvoir, de lobbying et d'un accord qui a, semble-t-il, tout changé. Allez, on remonte le temps, on est en 2014, Emmanuel Macron est alors secrétaire général adjoint à l'Élysée. C'est pas encore le visage que tout le monde connaît, à ce moment-là c'est un homme qui a de grandes ambitions et il est bien décidé à se faire un nom sur la scène mondiale. Et en 2014, tout s'emballe. En l'espace de quelques mois à peine, il passe vraiment de l'ombre à la lumière. Il se construit cette image de modernisateur, pro-business. C'est une ascension fulgurante qui le met directement sous les projecteurs. Imaginez un peu la scène. Lors de cette réunion très fermée du groupe Bilderberg, Emmanuel Macron, qui n'est encore que conseiller, critique ouvertement la politique de son propre gouvernement. Et ça, devant des pointures comme le patron de Google. Une audace qui, apparemment, en a laissé plus d'un sans voix. Et puis, il y a ce voyage dans la Silicon Valley. C'est pas juste une petite visite de courtoisie. Non, ça ressemble plus à une révélation. Il en revient avec une vision, une idée fixe, faire de la France une start-up nation. Une idée qu'il va pouvoir mettre en pratique bien plus vite que prévu quand il est nommé, à la surprise générale, ministre de l'économie. Ok, donc Macron est en place. Et pile à ce moment-là, un géant américain dont on a tous entendu parler depuis, Uber, se prend un mur. Un mur bien français. Et ce mur, c'est la loi Thévenoud. Pour Uber, c'est pas juste un petit obstacle administratif. Non, c'est une menace directe, quasi existentielle pour leur modèle économique en France. Il faut comprendre la stratégie d'Uber. Leur but, c'est d'inonder le marché avec un maximum de chauffeurs. Mais voilà, avec 250 heures de formation obligatoire, c'est mission impossible. Ce chiffre-là, c'est le principal grain de sable dans leur machine. Alors là, pour la direction d'Uber, les plans sont bloqués. C'est un peu la panique, il ne leur reste plus qu'une seule carte à jouer, essayer d'obtenir un rendez-vous avec le seul ministre qui semble peut-être partager leur vision du futur. Que s'est-il vraiment passé derrière les portes de ce bureau? Ce rendez-vous, obtenu le lendemain du vote de la loi, c'est le point de départ de toute cette affaire. Et la réaction, juste après le meeting, elle est immédiate. On le sait grâce à des SMS qui ont fuité depuis. Et c'est l'euphorie totale. On passe de l'inquiétude la plus totale à une sorte d'extase. Mais le plus dingue, c'est peut-être ce qui se passe le soir même. Le ministère ne se contente pas d'écouter, il demande carrément à Uber « Alors, de quoi vous avez besoin ?» On n'est plus dans l'écoute, on est dans la collaboration active. Et c'est là qu'on arrive au cœur de l'enquête. L'idée d'un deal, d'un marché. En gros, Uberpop, leur service illégal, aurait servi de monnaie d'échange pour obtenir ce qu'ils voulaient vraiment, faire sauter ce verrou des 250 heures de formation. Et après cette rencontre, les choses se mettent à bouger, très vite. Malgré une opposition féroce, que ce soit sur le plan juridique ou dans la rue, une série de mesures favorables à Uber commence à voir le jour. Et puis il y a ce fameux SMS, un échange qui semble assez direct entre Emmanuel Macron et le PDG d'Uber. Un message qui paraît confirmer que le deal est bien sur les rails, et ce, au plus haut niveau de l'État. Prenons un exemple concret, Marseille. Un préfet prend un arrêté pour interdire Uberpop. Le lobbyiste d'Uber passe un coup de fil au cabinet du ministre. La réponse rapportée est immédiate. Je m'en occupe personnellement. 3 jours plus tard, l'interdiction est levée. On est maintenant le 16 février 2016. La tension avec les taxis est à son comble. C'est à ce moment-là que le gouvernement agit. C'est l'aboutissement de ce qui est présenté comme un accord secret. Et le résultat est spectaculaire. Une réduction de 97% du temps de formation. On passe de 250 heures à seulement 7 heures. C'est une porte immense qui s'ouvre pour des milliers de nouveaux chauffeurs. Exactement ce que voulait Uber. Bon, on a beaucoup parlé des taxis, mais la vraie question c'est, est-ce que cette histoire ne concerne que les VTC ou est-ce que ça cache quelque chose de bien plus grand, un changement de modèle pour toute l'économie? En fait, ce que l'enquête met en lumière, c'est la promotion active d'un tout nouveau capitalisme. Un modèle qui a maintenant un nom que tout le monde connaît, l'ubérisation. Et ce modèle, qu'est-ce que c'est? Au fond, c'est un changement de paradigme complet. Ce n'est plus l'entreprise qui porte les risques comme le coût du véhicule ou l'assurance, c'est le travailleur lui-même. Ça remet en cause le salariat tel qu'on le connaît et ça nous ramène à une forme de travail à la tâche, un système qu'on pensait révolu depuis plus d'un siècle. Alors au final, cette fameuse disruption, est-ce une véritable révolution économique, une avancée, ou bien est-ce d'une certaine manière un retour en arrière qui démantèle des protections sociales qui ont été acquises de haute lutte? La question, elle, reste complètement ouverte et le débat, lui, est loin d'être terminé.